Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour continuer nos petits tours d'actualité du PSG. L'équipe a atterri à Osaka hier, ils se sont déjà entraînés avec un fort taux d'humidité et 35 degrés qui descendent à 27-28 la nuit, donc c'est très lourd, hein. On sait que c'est pas vraiment la période pour aller au Japon, mais bon, faut aller chercher le marché asiatique plutôt que de faire comme tout le monde et aller sur la côte ouest américaine. Le PSG dessert un petit peu la préparation de ses joueurs physiquement, mais aussi, alors je dirais pas mentalement parce qu'ils sont pas en dépression, mais l'année dernière, rappelez-vous, dans les médias, il y avait des papiers qui disaient que beaucoup de joueurs s'embêtaient en fait parce qu'ils sortent peu de leur hôtel, tout simplement, hein. À part les méga stars qui font les tournées pour le marketing, bah, les autres ils s'embêtent un petit peu, en plus d'avoir très chaud. Bref, dans tous les cas, le gros de l'actualité se passe toujours à Paris, à Poissy, au campus PSG, où Mbappé s'est arrêté à la sortie de son entraînement avec le Loft. Alors on se demandait s'il allait se présenter à l'entraînement, s'il allait rajouter de l'huile sur le feu et s'il allait parler, parce que, je l'ai dit hier, je regrette le manque de relais médiatique utilisé par le clan Mbappé. On sait très bien qu'ils maîtrisent les médias d'une main de maître, qu'ils font fuiter tout ce qu'ils veulent. À l'époque 2021 et tout ça, il y avait plein de trucs qui filtraient, mais même cette année, avant le match contre Benfica en octobre, évidemment que c'est le clan Mbappé qui orchestre tout ce qui sort dans la presse. Ah là, c'est plus trop le cas. À part Riolo avant-hier qui nous a sorti qu'il était prêt à rester sur le banc toute la saison, Mbappé, pas grand monde semble utilisé par l'entourage Mbappé. C'est plus le PSG qui mène un lobbying absolument intensif, extraordinaire. On sait aussi de l'autre côté que dernièrement Mbappé a vraiment resserré son entourage très proche. Il y a plein de gens qui ont sauté, je crois. On l'a vu passer un petit peu. Mais bref, dans tous les cas, c'est vrai qu'on ne savait pas trop. On ne connaît pas la position du joueur. Ce qui filtre, c'est qu'il est prêt à rester au PSG. Mais vu la pression et la tournure que cette histoire a pris avec sa mise à l'écart de la tournée au Japon, ça m'étonnerait pas quand même que sa pensée ait évolué, Kylian. Et on ne le sait pas. La seule chose qu'il a fait filtrer hier, c'est quand même le fait qu'il descende de son van avec une casquette PSG sur la tête, signer des autographes, prendre des photos et tout ça, sous les caméras. Alors, je suis pas un habitué du camp des loges, hein, j'y vais pas tous les 4 matins, donc je pourrais pas vous dire qu'il s'arrête jamais en temps normal. Par contre, j'habite à 10 minutes, et toutes les fois où j'y suis allé, à savoir peut-être une douzaine ou une quinzaine de fois, il s'est jamais arrêté bien évidemment, et surtout il y avait des fois, alors d'habitude les joueurs, ils sortent dans leur Mercedes classe V qui est teintée, tu sais même pas quel joueur est dedans la plupart du temps, il y en a qui s'amusent à courir jusqu'au prochain feu rouge, enfin à l'époque au camp des loges, pour regarder à travers la vitre quel est le joueur. Mbappé, parfois, il sortait carrément dans une voiture, je crois que c'était une Passat, mais sans vitre teintée, c'est-à-dire que tu le voyais complètement, et il levait même pas la tête, il était sur son téléphone, même pas un coucou, rien du tout, même quand il y avait des petits-enfants, 2 ou 3 fois. Bon bref, c'est mon expérience personnelle, on sait très bien. Tout ça pour dire qu'hier, s'il s'arrête, c'est évidemment par communication, hein, s'il n'y a pas l'histoire. Bon, déjà, il s'envole pour le Japon avec l'équipe, mais surtout, il ne s'arrête pas. Communication qui vise, encore une fois, Mbappé n'est pas bête. Il y a nous, c'est-à-dire les gens qui suivons le foot quotidiennement, hein, moi, ceux qui regardent mes vidéos parce que s'infiger ma gueule pendant 20 minutes qui débite tout ce qu'ils pensent, il faut être un sacré passionné, mais il y a aussi les autres. Il y a les autres qui suivent le foot une fois tous les 4 ans quand c'est l'équipe de France, équipe de France où évidemment Mbappé est capitaine et tout ça, et donc cette communication vise un petit peu le grand public parce que quand le JT de TF1 en parle, quand ça passe sur BFM et tout ça, en prime time, bah c'est cette image qui sort. Mbappé avec les jeunes, au contact et tout ça, donc c'est évidemment très très fort. Voilà, c'est plus fort que n'importe quelle déclaration, parce que là, quoi qu'ils disent, évidemment il se fera tabasser Mbappé. Voilà, là le truc c'est qu'il peut vraiment... Là, c'est ferme-là et facilite ton transfert. Là, il le fait d'une manière encore une fois... Enfin, je dirais pas encore une fois très intelligente parce que c'est dépassé. Ça, c'était en 2019 qu'on disait qu'il était intelligent et qu'il maîtrisait bien sa communication. Parce que depuis, il s'est vraiment, vraiment emmêlé les pinceaux. On a Marie-Antoinette Katoto là, qui a fait une story soutien à Mbappé. On sait très bien qu'elle est proche de la mère, hein, de la mère Mbappé. Bon, écoute, j'espère qu'elle faisait les mêmes stories pour Icardi, pour Ander Herrera, pour Leandro Paredes, hein, l'année dernière, qui était au loft, hein, parce que c'est marrant, l'UNFP qui fait son communiqué, hein, pour rappeler
qu'en fait le PSG est en toute légalité. Tu peux le faire jusqu'au 1er septembre. Le plus important, c'est une fois le mercato terminé, si tu n'as pas réussi à faire passer le message au joueur qu'il n'est plus le bienvenu et qu'il doit être transféré, eh bien tu dois le réintégrer dans un groupe, alors pas forcément le groupe professionnel. J'ai vu passer, mais je me souviens plus très bien, je l'ai pas noté dans les brouillons, mais je crois qu'il faut au moins 10 joueurs, même pas besoin d'être sous contrat professionnel, hein, je crois, même les contrats stagiaires, ça compte et tout ça. Bon bref, le PSG est en toute légalité. Ce qui serait problématique, c'est vraiment le foot en tribune, quoi. Le mettre en tribune, même pas le convoquer dans le groupe et tout ça. Là, je pense que ouais, si t'attaques au prud'homme, t'es pas très bien, quoi, disons. Mais dans tous les cas, ça me fait marrer, encore une fois, le deux poids deux mesures, hein, parce que l'OM fait exactement pareil, personne n'en parle, ils font même pire, avec Jordan Amavi, De La Fuente et tout ça, les mecs, ils ont même plus le droit de se garer sur le parking des joueurs, ils se garent sur le parking des salariés, en fait, des intendants et tout ça. L'année dernière, pareil, hein, personne n'en parlait, tout le monde était content du loft mis en place par Luis Campos, hein, pour virer les mecs sur lesquels Mbappé faisait du délit de sale gueule, on va se le dire, hein, Leandro Paredes par exemple, même si bien sûr, vous savez très bien que personnellement, en matière purement footballistique, Paredes a toute sa place au loft selon moi, mais on sait très bien qu'aux yeux d'Mbappé, il n'y a pas que le foot qui compte en fait dans ses jugements et même dans les jugements de Campos et tout ça. Bon bref, bien sûr que le club a sa responsabilité là-dedans. Je voulais nuancer un petit peu ce que j'ai dit hier parce qu'on a tabassé Mbappé et je maintiens ma position. Il faut absolument être derrière le club parce qu'aujourd'hui on est sur un débat qui va s'élargir, qui va beaucoup faire parler et dans lequel le PSG part avec une longueur de retard, voilà, malgré tout le lobbying qui est fait de la part du club sur ses relais anglais et tout ça, parce qu'encore hier, je crois, il y a Jacobs Ben qui a sorti que le club était prêt à sortir Mbappé de sa liste UEFA de la Ligue des Champions pour la première partie de saison. Bon bref, le club invente tout, enfin, de son côté, le club invente tout et n'importe quoi. Encore une fois, l'histoire, là, quand Mbappé donne sa déclat à France Football, déclat lunaire, évidemment, on remet pas, enfin, la déclat est lamentable, mais juste derrière, 2 heures après, de sources anglaises et RMC Sport, Arthur Perrault, qui on le sait très bien est le porte-parole de Nasser et de son entourage, même pas de Nasser, je pensais plus entourage, te sort, il y a des joueurs, 6, dont 2 recrues qui se sont plaints. Le club, ils nous prennent pour des pitres ou quoi? Évidemment que c'est complètement faux. Donc voilà, dans cette histoire, personne n'est tout noir et personne n'est tout blanc. Le club a sa responsabilité, mais en matière de communication et d'image, c'est vrai qu'en ce moment, ça bat son plein, on réagit à chaud, et il faut voilà, que le club préserve son image et réussisse à sortir grandi de tout ça. Voilà, encore une fois, qu'on répare nos erreurs. Après, bien sûr, la responsabilité, elle est là, de l'avoir fait prolonger, et puis surtout, une prolongation, ce genre de coup de pression, tu ne le mets pas à 10 mois de la fin du contrat. Tu négocies 2 ans avant. Je ferai un parallèle avec Warren Zaïre-Emery, fin de contrat en 2025. Je pense que là, novembre-décembre, il faut commencer à lui proposer ses 100 000 euros par mois. Voilà, c'est très simple. Agent de George Mendes, si je ne dis pas de bêtises, il a changé. Donc, c'est tout bénef. Il faut absolument sécuriser la prolongation. Nuno Mendes, pareil, ça va vite arriver. 2026, la fin du contrat. Donc, l'été prochain, la question se posera. Surtout qu'il va avoir énormément d'intérêt s'il sort un petit peu de ses blessures. C'est vrai que s'il refait la saison qu'il a fait cette année, peut-être que les Real Madrid et tout ça s'y intéresseront probablement pas. Mais voilà, je vois bien des très grands clubs s'occuper du cas Nuno et Warren, bien évidemment. Donc, 2 ans avant, évidemment que c'est comme ça qu'il faut négocier. Et là où le club s'est trompé. Et puis, je reviendrai aussi sur mon regret dans cette histoire. En fait, mon regret, c'est qu'il ne soit pas parti librement l'année dernière parce que on était tellement dépités en fait. Le truc c'est que là on parle avec la saison de Christophe Galtier derrière, mais à ce moment-là, rappelez-vous, cette équipe était tout aussi lamentable. Hein. Ça jouait n'importe comment, l'élimination contre le Real Madrid, où en plus Mbappé marque à l'aller, au match retour, met un but, et les autres hors jeu, bon l'élimination n'est pas forcément de sa faute. Ce que je veux dire c'est que la 2021-2022, c'est probablement la meilleure saison d'Mbappé au PSG en matière de régularité et tout ça. Là, ouais, c'était clairement le leader de l'équipe. Et il faut dire la vérité aussi. Donc le voir partir à ce moment-là, en fait, on était tellement mais dépités de ce club qu'on n'aurait pas voulu. En fait, il serait parti tranquillement, ça se serait fait naturellement. Et au lieu de ça, il a préféré prolonger et prendre beaucoup de responsabilités en se payant la tête de Leonardo pour mettre Luis Campos, son Julien Ménard et tout ça.
qui nomme derrière Christophe Galtier. En fait, c'est mon plus grand regret, qu'il soit pas parti libre l'été dernier. Bref, on aurait fait Rashford tranquillement, et puis voilà. Bon, bah, peut-être qu'on n'aurait pas eu les 50 buts d'Mbappé, mais il serait parti un petit peu plus sur la grande, parce que là, même là, en fait, sur le match contre le Bayern, ok, tu prends 3-0 aller-retour, mais tu te dis, ouais, enfin, même Mbappé est mis dans le même sac que les autres joueurs, quoi. Alors que l'année dernière, il était clairement au-dessus. Après le Real, c'était violent, comme en Neymar et Messi ont tout pris. Là, Mbappé a aussi pris un peu chez les supporters, pas chez les médias, bien évidemment, puisqu'on a déjà répété qu'il les maîtrise parfaitement. Mais voilà mon regret. Et en Espagne, il y a Vinicius qui travaille les pénaltys pour vraiment reprendre le flambeau de Benzema. Bon, bah, j'espère pour lui qu'Mbappé va pas arriver, parce que sinon la cohabitation va être compliquée. Juste un petit mot là-dessus. Alors, d'un côté, Vinicius est pro Neymar, sort de vacances à Rio, où il est allé dans la villa de Neymar. De l'autre côté, il a aussi passé du temps avec Eduardo Camavinga, qui, je pense, doit être un défendant de Kylian Mbappé. Du coup, ça rééquilibre un petit peu. Mais bon, tout ça pour dire que, en fait, ce qui m'inquiète le plus dans la cohabitation entre les deux, c'est peut-être le côté humain. La cohabitation tous les jours, les pénaltys, par exemple, tout simplement, plutôt que l'aspect tactique. Du moins, sous Carlo Ancelotti, j'ai pas vraiment peur. Mbappé, par exemple, sur cette saison, sous Christophe Galtier au PSG, joue par exemple, oui, sur le même côté que Vinicius. Oui, Mbappé veut absolument coller la ligne comme Vinicius le fait. Mais déjà, il joue un cran plus bas, il fait beaucoup moins d'appels en profondeur. Et on sait aussi, moi je fais partie des gens qui pensent que Mbappé, dans un rôle de numéro 9, ça peut le faire. Voilà, ça peut le faire parce qu'il a un grand nombre de qualités, bien évidemment. Et tactiquement, c'est pas ce qui me gêne le plus. Après, le problème, c'est qu'on sait qu'Ancelotti part du Real l'année prochaine pour aller à la sélection brésilienne. Et du coup, on ne sait pas quel entraîneur va reprendre le flambeau. Évidemment, si c'est un Zidane, la cohabitation, ce sera un peu pareil que Ancelotti. C'est des entraîneurs qui laissent beaucoup, beaucoup de liberté. Maintenant, si tu prends... alors Antonio Conte, ça paraît difficile parce que là, sa carrière est quand même un petit coup d'arrêt, mais on sait qu'à un moment donné, il était apprécié au Real Madrid. Par exemple, c'est plus compliqué, tu vois, d'imaginer une cohabitation avec un entraîneur aussi extrémiste. Bref, donc il y a des inconnus, mais personnellement, ouais, plus sur le côté humain que le côté tactique, où là, je pense qu'il y a un petit bruit qui court, comme quoi ils vont se marcher dessus et tout ça. Perso, je nuancerais. J'en suis pas si persuadé. Maintenant, humainement, ouais, là, j'ai un petit peu peur. Marquinhos a parlé. Alors, ça a été repris sur les réseaux sociaux et tout ça. Marquinhos a dit, on lui a posé la question sur Mbappé, bien évidemment, alors qu'il était au Japon. C'est une question délicate, un joueur exceptionnel, mais ça nous dépasse. C'est une question pour la direction. J'espère qu'il pourra faire partie du groupe et nous aider cette saison. C'est ça qui est un petit peu crispé sur les réseaux quand il dit qu'il espère que Mbappé pourra faire partie du groupe. Alors, là, pour une fois, je vais me mettre à contre-courant, parce que tout le monde l'a tabassé et tout ça. Que ce soit pas un bon capitaine, on est tous d'accord. On est tous d'accord qu'il n'a pas la carrure, que pour être capitaine, il faut un certain niveau de leadership. Ça se fait naturellement. Alors ça, c'est plus quelque chose pour Mbappé. Par exemple, son capitaine en équipe de France qui est un peu forcé. De l'autre côté, je dirais, si le capitana n'est pas Marquinhos, vous le donnez à qui en fait? Kimpembe, à chaque fois qu'il a le brassard, il te fait des dingueries dans son jeu. Verratti, bon, je pense que c'est plus le mec amuse-gueule dans le vestiaire, copain de tout le monde. Neymar, le problème c'est qu'il joue 50% des matchs, quoi. Enfin, on aime bien Neymar, hein, mais un capitaine là 50% du temps, il y a un minimum d'exigence en matière de fiabilité. J'en vois certains me sortir Danilo Pereira, mais je suis désolé, vous connaissez ma position. Bon, tactiquement, pour moi c'est un défenseur central plutôt qu'un milieu de terrain. Et ensuite, Danilo, évidemment qu'il est très bon, évidemment qu'il dépanne, mais le voir comme un titulaire, ça me gêne un petit peu, tu vois. Pour moi, son statut, très bien. Couteau suisse, polyvalent, remplaçant, rotation, pas de problème. Mais titulaire capitaine, ça me paraît un peu trop ambitieux, quoi. Alors peut-être un Warren, un Nuno dans 3 ou 4 ans, mais aujourd'hui, c'est carrément pas possible. Et du coup, derrière, Didio, il est gentil, hein. Didio, il est mignon, hein, mais ouais, je peine en fait à voir à qui d'autre en fait tu donnes le capitana. Mais dans tous les cas, évidemment que Marquinhos n'est pas un bon capitaine.
Évidemment que sa communication, ses stories, machin, où les gamins chantent les chants du Cup, ça l'a protégé pendant très longtemps et du coup ça a créé de la frustration chez beaucoup de supporters qui étaient lucides sur ses prestations qui étaient mauvaises avant même le match retour contre le Real Madrid et donc ça commence à remonter, ça fait plus d'un an et demi que le mec est mauvais, Euh, alors que ça fait seulement... Ah, je pense que le point de bascule, c'est Monaco, quand il te dit faut apprendre à perdre, ou alors on laisse nos familles, faut comprendre c'est difficile de laisser nos familles à la maison et de faire le déplacement. Je crois que là ça a été le point de bascule où vraiment tout le monde a basculé du côté critique, disons, envers Marquinhos, mais sinon ça persistait, il y avait beaucoup de gens qui le défendaient. Ok, on est d'accord, sa prolongation, elle est malvenue. Voilà, le PSG a très mal géré le timing. On sait qu'elle était bouclée depuis plus d'un an. On sait très bien qu'il y a une grosse revalorisation salariale qui n'est absolument pas méritée. Et même en matière de durée, jusqu'en 2028, par rapport à ses prestations, c'est absolument pas mérité. Mais sur la déclaration d'hier, je le tabasserai pas comme tout le monde le tabasse en fait. Il est dans une position qui est très délicate, même si c'est le capitaine. Le problème, c'est que là, on lui demande de juger et sa direction, ses supérieurs hiérarchiques, leurs agissements. Évidemment, ils font n'importe quoi. Hein. On se met derrière le PSG sur le dossier Mbappé, mais en septembre, on fera les comptes. Hein, et je pense que l'addition va être salée. Donc, il leur demande de juger et sa direction et son coéquipier. Je rappelle que le foot est un sport collectif. Donc, personnellement, pour une fois, j'ai un petit peu d'empathie pour Marquinhos, qui était dans une position très délicate, disons. Alors, c'est vrai, quand il te dit « j'espère qu'il fera partie du groupe et qu'il nous aidera cette saison », ça peut te crisper. Moi personnellement, enfin, disons que ça m'a rien fait quoi. C'est pas une déclaration qui m'a énervé. Bien sûr, contre Monaco, là, quand il te dit faut apprendre à perdre, non, ça je crois que c'est après Marseille en Coupe de France, faut apprendre à perdre. Et une semaine après, quand il te dit on laisse nos familles à la maison comme si c'était un casque bleu de l'ONU, je suis désolé, mais bah, là oui, là t'as envie de le fracasser quoi. Mais bon, cette décla, je me mets à contre-courant, elle me fait ni chaud ni froid en fait. Je m'en fous et j'ai limite de l'empathie parce que c'est vrai que c'est compliqué de se retrouver avec ce genre de questions quand tu es au Japon. Bon, passons à la rumeur mercato du jour. Selon Loïc Tanzi, le PSG s'intéresse à l'ailier gauche ghanéen Ernest Nouama, 19 ans, qui joue dans un club danois. Alors, on va pas se mentir, hein, on l'a pas vu jouer. Mais il est élu meilleur joueur du championnat danois cette année. Alors son club a refusé une première offre, une ou plusieurs. Enfin, au moins une offre, c'est ce qui est dit dans l'article du journal L'Équipe. Ça, c'est logique. Évidemment, une négociation qui se termine favorablement dès la première offre, est-ce que c'est vraiment une négociation? Voilà. Bien sûr que tu les ouvres à chaque fois en mettant un prix que le club en face refuse, donc là-dessus, pas de problème. Le joueur serait OK pour rejoindre le PSG. Alors, on parle d'un ailier gauche qui est gaucher, donc il est polyvalent. Tu peux l'imaginer ailier droit repiquant un petit peu dans l'axe, ce que Luis Campos apprécie. C'est, alors, de ce qu'on lit, un excellent prospect. Hein. Tu vois les vidéos, tu te rends compte que ses premières touches de balle sont quand même orientées vers l'avant, orientées sur la vivacité, l'explosivité, les 1 contre 1, même dans les petits espaces, il est plutôt bon. En fait, moi j'ai fait un lien avec Xavi Simons. Quand je l'ai vu jouer, je me suis dit, j'ai abandonné, mais vous connaissez ma position. Hein. Moi, je fais partie de ceux qui sont ultra exigeants, qui veulent absolument d'ici à la fin août 2 joueurs de classe mondiale minimum, le numéro 9 et un milieu de terrain vraiment classe mondiale, gros transfert, parce que pour moi c'est bien gentil les jeunes prospects et tout ça, mais pour gagner la Ligue des Champions, c'est une des recettes. Une des recettes, même s'il n'y a pas de recette pour la gagner, pour moi c'est primordial en fait. Je fais partie des gens, oui, qui veulent du bling bling en réalité. Alors je ne sais pas si c'est du bling bling, mais de la qualité en fait. Ou alors des mecs dont tu es certain qu'ils ont la stature pour l'environnement, parce que tu peux avoir tout le talent du monde. Le problème, c'est que tu recrutes des mecs qui sortent d'environnements qui sont à l'opposé du PSG et ils se retrouvent bouffés par la machine à laver. Paris Saint-Germain. Donc, évidemment, moi, je fais partie des apôtres de ça, mais par contre, j'ai délaissé un petit peu ma philosophie quand j'ai vu ce joueur ghanéen et je me suis dit, Xavi Simons, numéro 10, qui va un petit peu chercher le demi-espace, qui a quand même un très bel instinct dans le dernier tiers pour faire des passes décisives, pour marquer, complété par ce Ernest Nouama,
qui est donc ailier, qui lui colle plutôt la ligne, échange avec Xavi Simons en relais axial, qui va chercher plus les 1 contre 1, les petits espaces, qui est capable de porter le ballon un petit peu plus après avoir éliminé son vis-à-vis, déborder mieux que Xavi Simons le fait. C'est des compléments très bons en fait, tu vois. Tu te dis, ouais, football pétard, football jeune, là je serais content, tu vois. Dans le dernier tiers, donc faut qu'il renforce un peu sa lucidité. Il est solide aussi sur les appuis, ça c'est important bien sûr pour l'adaptation en Ligue 1. Par contre, bien sûr, ce genre de joueur ne défend pas beaucoup. Voilà, on parle d'un mec qui est très explosif. On peut aussi se dire, comme Nuno, qu'il y aura des blessures à un moment donné derrière la cuisse ou machin chouette parce que le mec fait que des sprints et des courses à haute intensité. Bon, déjà qu'il les fait avec ballon quand il a dans les pieds ou pas. Si en plus il doit courir sans, bon, c'est un peu compliqué. Bref, le problème c'est qu'il y a le LOSC et Reims sur le dossier. C'est peut-être un peu tôt pour lui le PSG. Ça parle de 15 millions d'euros, hein, c'est ce que j'ai vu passer. Le problème c'est que le LOSC qui viennent de perdre Jonathan Bamba libre, qui est d'ailleurs allé au Celta Vigo de Luis Campos. Enfin, le poste est vacant. Ça paraît tout tracé en fait que Nuama aille au LOSC de Fonseca, qui par ailleurs est une équipe dans laquelle il progresserait vraiment. Tu le signes, tu le prêtes au LOSC, là tu fais vraiment un super coup pour son développement. Il travaille la Ligue 1 et tout ça. C'est une équipe qui est très plaisante à voir. Voilà. Pour moi, le plan parfait pour lui, disons que c'est plus le LOSC. Concernant Campos, ça me fait plaisir de le voir sur ce genre de piste de joueurs inconnus qu'on n'a jamais vu jouer, parce que Campos fait du Campos, et on doit saluer bien évidemment quand il revient à sa nature. Alors après, il faut boucler le dossier. C'est vrai qu'on a été associé à beaucoup de jeunes joueurs. Il y avait eu Bakayoko du PSV en toute fin de mercato hivernal. Vuskovic, le défenseur croate, on attend encore que ça se fasse. Peut-être qu'avec les 15 millions de Bichabou, on va le faire. On a été sur Arda Güler. Aussi les petits du Brésil. Alors, il y a celui qui a signé au Real Madrid, mais il y en avait un autre, un milieu de terrain de 15 ans, qu'on pistait. Et ça c'est le père avait confirmé qu'on avait fait une offre de 70 millions pour les deux. Donc ça fait plaisir, voilà, de voir Campos se positionner sur ce genre de prospect. Cher par exemple, qui sort un petit peu de nulle part et qui te surprend sur son premier match amical vendredi, ça c'est bien, voilà. Il faut le dire quand Campos fait du bien. Le problème, il y en a deux. Il y en a deux. Le problème, c'est qu'il a une désignation de conseiller sportif, officiellement, juridiquement. Mais on sait très bien que sa vraie fonction, c'est directeur sportif. Quand tu le vois faire des discours dans le vestiaire après le match à Monaco en février, quand tu le vois descendre bord pelouse contre Strasbourg fin décembre, là, c'est un directeur sportif en fait. Et le problème, c'est que directeur sportif, c'est pas que aller chercher des top prospects. C'est s'occuper du club au quotidien, faire des gros transferts parce que tu es le PSG, chose qu'il me paraît assez difficile chez Luis Campos dans le champ de ses compétences. Les gros transferts, l'exemple parfait c'est Bernardo Silva, quoi. Le mec, ça fait 8 mois qu'on en entend parler dans les médias, et j'ai même envie de dire, quand ce genre de transfert filtre dans la presse, en général, ça sent pas bon pour la capacité à le finaliser. Bah là, on en a l'exemple parfait, parce que Silva, ça peine, hein, surtout depuis que Mahrez a signé en Arabie. Donc voilà, gérer au quotidien pareil, c'est compliqué, parce que le mec est arrivé pour faire plaisir à Mbappé. C'est sûr que sa relation avec Neymar, je veux bien croire les bruits qui courent et qui disent qu'ils se sont quasiment jamais adressé la parole. Je pense que ça paraît être une évidence. Donc tout ça fait que c'est là où ça me gêne un petit peu. Voilà. Et encore une fois, signer les grands joueurs, j'ai l'impression qu'il ne sait pas faire en fait. Harry Kane, on sait que c'est Nasser qui mène le dossier. Lucas Hernandez, les négociations, c'est Nasser qui les mène avec le président du Bayern. D'ailleurs, c'est finalisé assez rapidement, on sait que ça a duré une semaine. Skriniar, l'année dernière, c'est un dossier Luis Campos. Mais à la fin du mercato, c'est Nasser qui le reprend. Alors, pour échouer, hein, parce que le Chinois de l'Inter refuse l'offre de Nasser. Mais en janvier, on sait aussi que c'est Nasser qui reprend le dossier en main parce que Luis Campos est incapable de négocier, en fait. Peut-être Antero aussi. Mais voilà, c'est ça qui me gêne un petit peu avec l'ami Luis Campos. Bon bref, nous sommes donc le 23 juillet. Le mercato est encore bouché. Au poste de numéro 9, Vlahovic semble se diriger vers le Bayern. Rasmus Højlund vers Manchester United qui... Alors, ça, c'est un point à prendre en compte. Il est fan de United depuis tout petit. Donc, évidemment, ça ne joue évidemment pas en notre faveur. Voilà, bref. On va voir comment ce mercato va se terminer. Alors, il y a la femme de Kane qui, visiblement, chercherait des logements à Munich. Bon,
c'est sûr que vu la vie qu'ils doivent mener, disons que je pense que c'est pas le style de femme ou le style de mec qui aime Paris en fait. Je crois qu'ils préfèrent la Bavière, les bretzels, la vie tranquille. Je crois que la météo pourrie, ça les intéresse pas. Tu me diras, à Paris, elle est pareille. Mais les sorties Fashion Week et tout ça, disons que sa femme ne joue pas avec nous, la femme d'Harry Kane. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très prochainement pour parler des futures rumeurs parce que ça va continuer les gars. Le mercato n'est clairement pas fini. Au poste de gardien, on devrait avoir du mouvement. Il y a des bruits qui courent sur Bounou, comme quoi il privilégierait plus le PSG avec qui il a un accord et le PSG qui voudrait en faire son numéro 1 bis. Luis Enrique l'avait couvert de louanges à la Coupe du Monde, je crois. Il y a le poste de milieu de terrain qu'il ne faut absolument pas délaisser. Et là, il faut absolument un milieu qui se projette. Voilà. Un milieu qui se projette, qui dans le dernier tiers a quand même un instinct style Xavi Simons. Et puis en attaque, le numéro 9. Hein. Et l'ailier droit. Moussa Diaby a signé officiellement pour 60 millions. Alors sur les 60, il y en a 10 de bonus à Aston Villa chez Unai Emery. C'est cool pour sa progression parce que je pense que c'est un très bon choix de carrière pour lui que d'aller en Première Ligue et surtout à Aston Villa où ça bosse bien. Et puis nous, du coup, on va toucher 20% de la plus-value, sachant qu'on l'avait vendu 15 millions à l'époque. Très bien. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis!